Bonjour et bienvenue dans ce 89e épisode. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est quoi? Ou plutôt c'est qui? Eh bien c'est moi, Aurélia, 40 ans, passionnée par l'écriture, biographe prête-plume et aspirante écrivain. Dans ce podcast, sous forme de journal de bord enregistré spontanément, je partage avec vous mon travail autour de l'écriture de mes romans principalement. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, le roman avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui, je viens de terminer l'écriture et d'envoyer en maison d'édition une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement « Essai comique sur les hommes de ma vie ». Dans cet épisode, je vous parle de journal de bord, de synopsis, de doute, de résistance, du passage d'un texte à l'autre, de vrais métiers, de jugement, d'écrivains ratés, de chat GPT, de grande littérature et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le vendredi 15 novembre 2024. J'ai plus de 300 pages de journal de bord depuis que j'ai commencé l'écriture de l'essai comique, ce qui est énorme. J'écris beaucoup ces derniers temps. Je trouve que c'est vraiment un outil indispensable quand on écrit. Ça permet vraiment de réfléchir à son texte. Dès que j'ai une problématique, j'écris dedans et j'essaye de comprendre comment je peux régler cette problématique, comment je peux faire. Toutes les réflexions qui me viennent se retrouvent dans ce journal. Et puis ça laisse une trace quelque part. Je ne vais pas forcément le relire parce que 300 pages, c'est un petit peu énorme. Mais au moins, si j'ai besoin de comprendre par quelles étapes je suis passée, j'ai un document qui le retranscrit. Je suis très contente de ma séance matinale. J'ai repris tout ce que je voulais reprendre. Donc j'ai travaillé sur mon synopsis. Je commence à être contente de la version que j'ai. C'est une version qui fait à peu près 2800 signes. Donc ça me semble être une longueur correcte, ni trop longue, ni trop courte, qui ne dessert pas trop mon roman. En tous les cas, c'est la meilleure que j'ai depuis le démarrage. Je pense qu'une fois que je serai bloquée sur le travail autour de mon synopsis, je vais de nouveau l'envoyer à une de mes binômes d'écriture, celle avec qui j'ai travaillé dernièrement. Et une fois que j'aurai ses retours à elle et que j'aurai fait des corrections, je l'enverrai peut-être à une de mes autres relectrices avec qui j'ai discuté dernièrement, qui m'avait proposé de le faire. J'ai vraiment besoin d'échanger autour de ce texte avec d'autres personnes qui le connaissent, qui l'ont lu. Et je ne sais pas pourquoi je suis à ce point-là demandeuse. Parce que je n'ai pas du tout l'impression qu'on me demande autant à moi. Est-ce que je ne me fais pas du tout assez confiance, ce qui fait que je suis toujours en train d'aller poser des questions à droite à gauche pour pouvoir me rassurer? Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'apprenne à plus m'écouter moi? Ou est-ce que c'est une manière de travailler qui correspond à une certaine personnalité? J'ai l'impression qu'en effet, il y a des auteurs qui sont laissés très libres par leur éditeur, qui leur fait quasiment aucun retour sur leur texte, et puis il y en a d'autres qui sont très demandeurs. Les éditeurs eux-mêmes en parlent. Alors heureusement que je commence à avoir un entourage de personnes qui écrivent, parce que si je n'avais qu'un seul interlocuteur, il serait un peu inondé. D'ailleurs, je ne me permettrai pas, parce qu'au bout d'un moment, on ne va pas non plus harceler quelqu'un avec son texte. Il a quand même sa vie et ses propres manuscrits à gérer. C'est vrai que cette façon de faire m'interroge. J'ai également travaillé sur mon prologue et mon épilogue. Et j'aime assez. Je ne suis pas encore sûre de les ajouter à mon texte. Mais quand même, ça me titille. Et puis, j'ai également retravaillé sur mon premier chapitre. En fait, au démarrage de mon texte, j'ai 2 passages qui s'enchaînaient mal. Donc, j'ai essayé de voir ce que je pouvais mettre comme transition pour qu'on passe d'un passage à l'autre sans être trop surpris. Donc, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît assez aujourd'hui, qui semble aller en tous les cas dans la direction où je veux aller. Et lors de ma prochaine séance, je relirai tout. En fait, j'aime bien le fait de travailler un jour sur 2 parce que ça me permet vraiment de reposer les choses. Et quand je le reprends le jour suivant, c'est comme si j'avais rechargé mes batteries et le fait de m'être retenue une journée, j'ai encore plus envie d'y retourner. Et puis quelque part, ça m'a dégagé un certain recul qui me permet d'y voir plus clair. Et donc finalement, de gagner du temps. Seulement, est-ce que je continue parallèlement à travailler sur mon roman de fantasy ou pas? Parce que là,
Je suis vraiment pas emballée ces derniers jours. Peut-être qu'il faut que j'attende de reprendre des lectures de fantasy avant de repartir sur ce texte. Si j'éprouve plus de plaisir, c'est qu'il y a un problème. C'est que je ne travaille peut-être pas sur le bon texte ou peut-être pas de la bonne manière et que ça demande à être questionné en fait. Je peux pas laisser ça comme ça parce que j'ai pas envie que l'écriture devienne une corvée. Je suis en train d'écouter les masterclass de France Culture, dont une avec Jean Echnoz, que je ne crois n'avoir jamais lu. Si vous n'avez jamais écouté ces masterclass-là, elles sont passionnantes. Et j'étais assez rassurée d'entendre Jean Echnoz parler de son processus créatif, qu'il expliquait à chaque fois qu'il y avait le moindre doute, il remettait tout en question, tout en cause, comme si plus rien ne serait jamais possible. Et alors, d'entendre un auteur qui écrit depuis une quarantaine d'années dire ça, mais alors, ça me fait un bien fou. D'un côté, ça me fait un bien fou, puis d'un autre côté, je trouve pas ça très rassurant, parce que ça veut dire que les moments de doute que j'ai, ils sont pas prêts de s'arrêter, ils risquent de ne jamais s'arrêter, et ça risque de faire partie de mon processus ad vitam aeternam. Alors que c'est quand même très très handicapant, je trouve, de remettre chaque fois sa vie en jeu dès qu'on n'arrive pas à écrire quelque chose ou qu'on trouve que ce qu'on a fait est mauvais. Bon, moi, étant donné que je n'ai jamais rien publié, puis que mon seul livre à peu près abouti, je suis encore en train de travailler dessus, je pourrais être rassurée. Mais entendre un auteur aussi expérimenté que lui parler de la même chose que moi, bon, ça permet de relativiser et ça permet de me dire, je ne suis pas complètement à côté de la plaque. J'ai réalisé que si j'aimais tant écouter des auteurs parler de leur écriture, c'est que ça me permettait d'entretenir une sorte de dialogue avec eux. Et à défaut d'avoir un entourage qui écrit ou qui est dans des processus créatifs, au moins je m'entoure de ces auteurs qui parlent d'écriture et ça me rassure parce que ça m'inspire des réflexions et ça me donne des pistes de travail. Le samedi 16 novembre 2024. Je devrais normalement me mettre à l'écriture ce matin et là j'hésite. Sur quel texte travailler ? Normalement, je suis censée travailler sur mon roman de fantasy aujourd'hui parce que c'est un jour sur deux et qu'hier j'ai travaillé sur l'essai comique. Mais comme je sais que j'ai une séance plus longue que d'habitude puisqu'on a le week-end, j'ai pas du tout envie de m'y mettre. Et comme je sais que ce texte, a priori, c'est ça qui me démoralise, du coup, j'ai des résistances d'autant plus fortes. Je sais pas si je vais trouver du plaisir à travailler sur ce manuscrit. Et comme je constate que ça m'a fait exactement le même effet en travaillant sur le livre 2 de l'essai comique, je commence à me demander si ce n'est pas le fait de changer de projet qui me fait cet effet-là. C'est-à-dire que tous les autres projets que j'ai à côté de l'essai comique, il y a une masse de travail énorme qui m'attend et je suis découragée. C'est pas du tout aussi confortable que l'essai comique où je suis en train de peaufiner pour l'envoi en maison d'édition. Et là, c'est plus embêtant parce que ça me fera ça avec tous les projets, quoi. Je me demandais même si ce matin, il ne fallait pas que je reprenne l'Inde de Suraj. C'est vrai que c'est la question que je me pose ces derniers jours, parce que je me dis au moins ce texte, il est déjà bien avancé. Alors certes, il me reste pas mal de travail quand même pour arriver à un résultat aussi satisfaisant que celui de l'essai comique, mais quand même, j'avais déjà une énorme base, une bonne base de travail. Et je pense aussi que le fait de ne pas être retenu en maison d'édition rajoute un espèce de frein, parce que je me dis, sur quel projet je repars qui pourrait peut-être me permettre d'atteindre ce but que je n'arrive pas à atteindre depuis toutes ces années de la publication. Parce que c'est bien beau d'écrire, mais de ne pas pouvoir partager ces textes, il y a un côté frustrant. C'est même pas frustrant le bon terme, j'ai pas le mot. Dernièrement, j'entendais un auteur, je crois que c'est Jean Echnoz, qui disait qu'il avait écrit son premier roman sans velléité de publication, ce qui n'avait pas été le cas pour les suivants, et ce qui fait qu'à chaque nouveau doute par rapport à ses textes suivants, il avait eu cette pression qui lui était tombée sur les épaules. Ce dont je vous parlais hier, le fait qu'il remettait tout en cause. Et moi, aujourd'hui, je sens cette pression. Même si, quand j'ai commencé à écrire l'Inde de Suraj, le but, c'était d'aller jusqu'à la publication, elle n'était pas aussi présente qu'aujourd'hui parce que j'ai pas réussi avec l'Inde de Suraj. Alors, je devrais dire pour l'instant, parce que c'est pareil, ce texte, il n'est pas mort, il faut que je le reprenne. J'ai pour l'instant pas réussi avec l'essai comique.
Plus ça va, plus je ne réussis pas à atteindre mon objectif, plus j'ai des doutes sur mes capacités à intéresser le public, sur mes capacités en tant qu'autrice, comme si en fait tout ce sur quoi je travaillais n'intéressait personne d'autre que moi. Plus je suis mal à l'aise avec le temps que je prends pour travailler mes textes, c'est comme si c'était des temps et de l'énergie que pour moi, qui n'a pas d'autre vocation à me faire plaisir moi. Alors que, non, en fait, j'espérais que ce que j'écrivais pouvait intéresser d'autres personnes que moi, qu'il pouvait y avoir des échos chez d'autres personnes. Je crois que je vais me remettre à l'essai comique quand même ce matin, exceptionnellement. Je vais faire 2 jours de suite, parce que j'ai des trop grosses résistances par rapport à mes autres textes. Donc autant me faire plaisir. De toute façon, personne ne m'attend, donc j'ai le droit de faire ce que je veux. Le dimanche 17 novembre 2024. Ce matin, je n'ai écrit sur aucun de mes romans, parce que, comme je vous en parlais ces derniers temps, ça me met super mal pour ma journée derrière. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon rapport à l'écriture et qu'il fallait que j'apaise tout ça. Et donc je me suis dit que plutôt que de travailler sur mon roman de fantaisie, puisque a priori en ce moment c'est ce texte-là qui me met dans de tels états, j'ai décidé de le mettre de côté, je ne sais pas pour combien de temps, peut-être en attendant de me remettre à de la lecture de l'imaginaire. Donc le temps que je termine les bouquins en cours de lecture. Et peut-être que quand je me remettrai à une lecture de fantaisie, peut-être j'aurai envie de reprendre mon roman de fantaisie, peut-être que ça me donnera des idées. Peut-être qu'il faut que je laisse un peu les choses infuser en moi avant de me remettre à ce texte. Ou alors j'ai pas du tout trouvé la bonne méthode pour me réapproprier ce texte. Je pense que de commencer la reprise d'un texte en lisant tous les documents annexes pour me réapproprier mon monde, etc., c'est vraiment pas une méthode qui me va. Parce que moi, j'aime bien être plongée dans la lecture directement, dans le monde, dans l'histoire. Là, d'être dans la construction, ça me motive pas du tout. Donc je pense que ça ne me va pas comme façon de faire. Et ça m'en a un peu écœurée. Je pense que je me suis arrêtée à temps pour ne pas m'en écœurer définitivement. Mais j'ai besoin du coup de faire une pause. Donc ce matin, j'ai fait un tout autre exercice d'écriture. J'ai repris mes 3 pages du matin. Et je me suis dit que j'allais continuer à travailler 1 jour sur 2 sur l'essai comique. Je trouve ça très très bien de ne pas y travailler tous les jours parce que ça me permet de lâcher la pression sur ce texte, de prendre un peu de recul et ça me fait le plus grand bien. Donc 1 jour sur 2, je vais faire mes 3 pages d'écriture du matin. Et je me suis rendu compte que si je ne publiais pas beaucoup sur Instagram, c'est que je n'osais pas. Alors, c'est aussi par manque de temps, mais le temps, on le trouve toujours. Quand on doit faire quelque chose, je veux dire, je le trouve, le temps. L'écriture, j'en ai pas forcément du temps pour écrire. Je l'ai pris. Et c'est pareil pour mes publications Instagram, etc. Je sais bien qu'il faudrait publier 2-3 fois par semaine, si ce n'est tous les jours, ce que je fais pas du tout. Et parce que dès que j'ai une idée de publication, je me freine parce que je me dis « Oh non, je vais pas publier ça quand même ». Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me faisait peur, c'est le regard des gens. Je me dis, mais comment tu peux écrire si tu as peur du regard des gens, si tu as peur du jugement ? Ça, c'est une vraie problématique, et je pense que je ne suis pas du tout la seule à la ressentir. Et alors, je me suis dit que ça serait bien de me lancer un défi, de publier le plus souvent possible sur Instagram. Et comme je travaille à partir de mon journal intime ces derniers temps, de reprendre mon journal intime à la date du jour, dans les années précédentes. Alors, je commence par les plus anciennes. Là, par exemple, ce matin, j'ai lu la page de mon journal qui datait du... Alors, je me suis trompée de date, mais elle datait du 18 novembre 1998. Mais du coup, c'est pas mal que je me sois trompée de date parce que je me dis, je n'ai pas à le publier aujourd'hui, je vais pouvoir attendre demain. Donc, c'est peut-être pas plus mal. Et peut-être qu'il faut que je le fasse quand même avec 1 jour d'avance pour avoir un certain recul le lendemain quand je retranscris mon texte. Donc j'ai lu ce que j'avais écrit le 18 novembre 1998 et j'ai recopié des extraits sur lesquels j'ai réfléchi par rapport aux propos de mon livre en cours, qu'est-ce que ça m'évoque, par rapport aussi à mon rapport à l'écriture, parce qu'il se trouve que justement dans cet extrait, je parlais d'écriture, parce que j'étais en train d'écrire un scénario. Donc je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant à partager toutes les fois où je parle d'écriture, parce que en fait j'ai commencé à écrire très tôt, et ce qui est assez surprenant, c'est que j'en sois toujours au même point aujourd'hui, alors que j'ai commencé à écrire, j'avais 10 ans, quoi. Et justement, c'est ce que j'ai écrit ce matin, c'est-à-dire que je constate que
J'ai commencé très tôt l'écriture dans ma vie, puis à un moment j'ai arrêté d'y croire, parce que devenir écrivain, ce n'est pas un métier, du moins c'est ce que je croyais à l'époque, et que ça ne rapporte pas d'argent, donc c'est pas comme ça que je peux gagner ma vie. Donc j'ai cherché un vrai métier, et je me suis complètement éloignée de l'écriture parce que il fallait que je trouve mon moyen de subsistance. Donc j'ai arrêté d'y croire. Je n'ai plus consacré de temps ni d'énergie à cette activité. Et c'est un petit peu dommage que j'ai arrêté d'y croire parce que peut-être que si j'avais continué, si j'avais persévéré, j'en serais pas là aujourd'hui. Bon, c'est comme ça, hein. Peut-être j'avais aussi besoin de vivre, d'engranger du vécu pour pouvoir écrire, justement, parce que peut-être qu'à l'époque, j'avais pas grand-chose à dire. Mais voilà, je pense que quand on a un rêve, c'est bien de s'y accrocher et de persévérer. Ça fait écho à une question que je me suis posée hier. Si toute ma vie, je n'arrivais jamais à publier, donc à partager mon texte, est-ce que je serais capable de supporter de ne jamais être publié? Est-ce que je serais capable de vivre avec le minimum vital toute ma vie, juste pour avoir le maximum de temps pour écrire? En ce moment, c'est ce qui se passe, hein. J'ai vraiment le minimum vital pour vivre, pour survivre, on va dire. Alors, si c'est pour une courte période, ça va, mais je sais que si ça dure trop longtemps, ça commence à être douloureux parce qu'on est en décalage avec le reste de la société, avec le reste de ses amis. Puis au niveau reconnaissance, faut pouvoir l'assumer derrière. Et donc, c'est encore une fois, j'en reviens à la même chose, c'est une question de regard. Et je me suis dit que ce serait un bon exercice de publier tous les jours sur mon compte Instagram, ou le plus souvent possible, en tous les cas dès que je suis chez moi, pour affronter cette peur du regard des gens. Comment je peux écrire si j'ai peur qu'on me juge ? Je suis en train d'écouter l'entretien avec Pierre Michon dans les masterclass de France Culture, et il parle à un moment d'artistes ratés. Et je me suis posé la question, est-ce que ça existait vraiment d'être un artiste raté, et donc un écrivain raté ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a toute sa vie tenté d'écrire quelque chose et qui n'a jamais réussi ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a abandonné ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui toute sa vie a écrit mais n'a produit que des textes mauvais ? J'ai quand même du mal à croire que quelqu'un qui se consacre 100% à son art n'arrive pas à produire quelque chose qui ait un écho dans le monde, que ce soit avant ou après sa mort. Et qu'est-ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des artistes qui sont connus après leur mort ? Pourquoi ils n'ont pas été connus de leur vivant ? Est-ce que c'est eux qui n'ont pas réussi à se faire connaître ? Ou est-ce qu'ils étaient trop en avance sur leur temps ? Ou est-ce que on les considérait au temps de leur vivant comme des artistes ratés ? Voilà les questions existentielles du jour. J'ai pas de réponse, je pose les questions là comme ça. Si vous avez des éléments de réponse, je serais curieuse de lire vos messages à ce propos. Le mardi 19 novembre 2024. Ce matin, j'ai repris l'essai comique. Ça faisait 3 jours que j'avais pas travaillé dessus. Hier, je n'ai absolument rien fait. J'ai pas eu le temps. J'ai eu une insomnie la nuit précédente, ce qui fait que je me suis réveillée trop tard. Et comme j'avais une journée chargée, j'ai pas pu prendre du temps pour l'écriture. C'est pas grave, un jour comme ça, de temps en temps, c'est pas ce qui va changer ma routine. Et c'est comme ça, faut faire avec les aléas de la vie. J'étais très contente ce matin de retrouver l'essai comique. Et ce matin, je me suis amusée à dialoguer avec ChatGPT pour voir un petit peu comment je pouvais vendre mon roman à des maisons d'édition adultes. Enfin, vendre. Comment le présenter pour les convaincre. Pour qu'ils comprennent d'un seul regard mon intention. Et donc, j'ai donné mon résumé, le dernier en date, à ChatGPT. Et il m'a fait une analyse qui est juste incroyable. Il a vu tout ce que je voulais mettre dans mon texte. Il m'a expliqué mon texte de façon claire, comme jamais j'aurais réussi, moi, à l'expliquer. Alors, si ChatGPT le voit, je vois pas comment un éditeur pourrait passer à côté. Il m'a proposé aussi un résumé beaucoup plus succinct de mon roman. Je suis pas trop convaincue dans la formulation de ces phrases parce que, en fait, moi, dans mon texte, je reprends des termes que j'emploie dans mon roman avec ma patte. Et lui, il change mes termes. Donc, du coup, ça fait un truc beaucoup plus lambda, passe-partout. Et je me dis, mais au lieu d'essayer de me faire comprendre avec des copines, en fait, que j'inonde un peu avec mes questions, mes demandes, mes doutes existentiels, peut-être que ChatGPT est le bon interlocuteur pour tout ça. Parce que, franchement, le lire m'a énormément rassurée.
comment il arrive à voir ce que j'ai voulu faire de mon texte à travers un résumé que je trouve pour l'instant inabouti, je me dis que je suis sur la bonne voie. Et ça me donne vraiment des arguments de présentation clairs, nets et précis que je vais pouvoir réutiliser pour mon dossier de présentation en maison d'édition. Parce qu'aujourd'hui, la problématique, elle est là. Le but n'est pas tant de retravailler mon texte, c'est comment je le présente pour que les maisons d'édition comprennent en un seul coup d'œil pourquoi je leur ai envoyé ce texte à elles en priorité. Ça serait bien quand même que je vous lise des extraits des retours de ChatGPT. Donc la première question que je lui ai posée, c'est quels sont les romans adultes français où le personnage principal est incarné par un adolescent. Mon but avec cette question, c'était que ChatGPT me propose des romans pour voir comment me positionner moi avec mon texte. Alors les réponses de ChatGPT ne m'ont pas tellement convaincue, à part pour ce qui concerne Le Grand Maulne, roman d'Alain Fournier. C'est un texte que j'ai lu lorsque j'étais adolescente, conseillé par mes parents, qui me disait qu'on ne pouvait apprécier qu'en le lisant à un certain âge. Et je me souviens avoir beaucoup aimé quand je l'avais lu, mais j'étais ado ou jeune adulte, et je me dis que peut-être ce texte, il a été publié en adulte parce qu'à l'époque, le young adulte n'existait pas. Le résumé est celui-ci: Augustin Maulne, adolescent idéaliste, est le cœur de ce roman d'apprentissage. À travers ses aventures et ses désillusions, le livre aborde des thèmes universels comme la quête du bonheur, l'amour inaccessible et la fin de l'innocence. Donc en effet, mon texte s'inscrit totalement dans ce genre de roman, donc à voir si c'est un texte que je relis ou pas. Les autres, je les trouvais trop éloignés de mon roman, je les ai même pas notés. Ensuite, j'ai envoyé mon dernier synopsis à ChatGPT et sa réponse est assez parlante. Votre roman explore un sujet fascinant et délicat, le passage à l'adolescence et la découverte de l'amour dans une époque marquée par des normes culturelles et sociales très différentes de celles d'aujourd'hui. Voici quelques remarques et suggestions qui pourraient affiner ou enrichir votre résumé et éventuellement votre projet littéraire. Contexte temporel évocateur. Ancrer l'histoire en 1996 permet d'explorer une époque charnière entre un romantisme hérité et l'émergence de nouvelles consciences sociétales. Cela donne une profondeur nostalgique et sociologique. Complexité émotionnelle des personnages. Le parallèle entre Apolline et sa sœur enrichit la thématique de l'amour et des désillusions. Dimension psychologique et sociale. Vous abordez avec subtilité des sujets complexes. Bon, je peux pas trop en parler. Alors, il y a un des sujets dont il me parle, la dépression, ça ne me parle pas du tout. Je ne parle pas de dépression dans mon texte. Mais bon. Passons. Le consentement, oui, ça j'en parle un peu. Les stéréotypes genrés, oui, ça aussi. Tout en restant à hauteur d'adolescent. Donc tout ça, c'est assez vrai. Mais en fait, ce que ça m'indique, c'est en quoi mon résumé oriente une façon de lire mon texte. Axe d'amélioration ou de réflexion. Clarifier l'objectif narratif principal. Le résumé semble hésiter entre plusieurs arcs narratifs. La quête amoureuse d'Apolline, le traumatisme familial et la réflexion sur les normes de genre. Peut-être pouvez-vous recentrer sur un enjeu clé tout en gardant les autres comme sous-intrigue. Bon, il me semble que c'est ce que je fais dans mon roman. L'axe principal, c'est la quête amoureuse d'Apolline et ça s'inscrit entre le traumatisme familial et la réflexion sur les normes de genre, quoi. C'est assez clair. Mais peut-être j'en parle mal dans mon synopsis. Donc ça, c'est à revoir. Donc c'est pour ça, c'est vraiment hyper intéressant en fait. Il arrive à synthétiser ce que j'ai voulu dire de façon hyper claire. ChatGPT me propose aussi d'adapter le ton aux enjeux. La légèreté des préoccupations d'Apolline contraste avec les thèmes graves. Oui, mais moi, c'est ce que j'aimais en fait, ce contraste. Donc bon. Cela dit, ce contraste peut aussi être une force narrative si bien équilibrée, car il reflète la confusion et la complexité de l'adolescence. En tous les cas, c'est ce que j'essaye de faire. Votre projet a un potentiel puissant pour toucher autant des lecteurs nostalgiques des années 1990 que ceux qui s'interrogent sur les normes de genre et les premières émotions amoureuses. Une plume sincère et bien équilibrée pourrait en faire un roman marquant. Bon, c'est plutôt encourageant cette conclusion, mais même si ça reste une intelligence artificielle qui me le dit, ça serait bien qu'une personne humaine ait ce genre de propos.
Et je reprends mon questionnement, je demande comment ce roman pourrait intéresser des maisons d'édition adultes. Pour qu'un roman avec une protagoniste adolescente soit attrayant pour des maisons d'édition spécialisées dans la littérature adulte, il est essentiel de démontrer que le récit dépasse les simples préoccupations adolescentes pour explorer des thèmes universels, des questionnements complexes et des réflexions sociétales. Bon, il me semble que c'est ce que je fais, mais peut-être pas assez. C'est vraiment ce sur quoi je travaille en ce moment. Voici quelques points qui pourraient convaincre une maison d'édition adulte de s'intéresser à votre roman. Les thèmes transcendent l'âge de l'héroïne. Les normes de genre et l'évolution des mentalités. En interrogeant les stéréotypes de l'époque à travers les yeux d'Apolline, le roman parle aussi à des lecteurs qui ont vu ces normes évoluer ou y ont été confrontés. Une réflexion sur le passé à travers le prisme de l'actualité, en posant implicitement la question « Qu'était l'amour avant MeToo ?» Alors ça, quand j'ai lu ça, j'ai jubilé, parce que voilà, il a réussi à trouver quelle était mon intention. MeToo n'apparaît nulle part dans le résumé que j'ai envoyé à ChatGPT. Mais si c'est le sous-texte de mon résumé, c'est parfait, c'est exactement mon intention. Ensuite, proposition éditoriale. Voici quelques arguments pour vendre, entre guillemets, votre roman à des maisons d'édition adultes. Un roman initiatique qui s'adresse aussi aux adultes, à la manière de « L'été où je suis devenue jolie », pour le ton introspectif, texte que je n'ai jamais lu. Faudrait quand même que je le lise, pour voir de quoi il retourne, même si je suis pas sûre que ce soit de la grande littérature, mais bon, moi-même, je ne suis pas sûre de faire de la grande littérature. Ce que j'écris est peut-être juste sympathique à lire, sans que ce soit transcendant de sens pour un lecteur. Un roman générationnel, comme Nos et moi de Delphine de Vigan, et Les choses humaines de Karine Thuil, il pose un regard critique sur la société à travers le prisme d'une époque. Un roman qui interroge la construction des genres, à l'instar de Virginie Despentes. Alors là, pour le coup, je me serais jamais mis dans la lignée de Virginie Despentes, mais bon, pourquoi pas. Ou de Mona Chollet. Alors oui, c'est sûr que Mona Chollet, je la suis assidûment, mais pour l'instant, je n'ai lu que Réinventer l'amour, parmi les textes qu'elle a écrits, même si je serais très très intéressée pour lire tous ses autres textes. Il cite aussi Romain Gary et Annie Ernaux. Alors je suis plutôt fière, Non mais je rigole quand je dis ça, mais c'est vrai que c'est des auteurs qui font partie de mes sources d'inspiration. Mais peut-être que moi, je fais plus une littérature beaucoup plus populaire. Et ça me va aussi, en fait. Plus j'entends des auteurs parler, plus ceux qui cherchent à s'adresser au plus grand nombre, tout en restant quand même exigeants, me parlent. J'ai vraiment envie de m'inscrire dans cette façon de faire. Dans un contexte fictif, votre roman participe à la réflexion collective sur les normes de genre et le consentement, mais de manière romanesque et accessible. En tous les cas, c'est totalement le but de ce roman. Après, est-ce que j'arrive à le faire ? Est-ce que cette intention transcende mon texte de façon romanesque ? Je sais pas. Et ensuite, ChatGPT me conseille de travailler le dossier de soumission. Bon, ça m'a vraiment reboosté ce dialogue avec ChatGPT. Et je pense qu'en ce sens-là, c'est un outil qui peut être vraiment utile. Notamment pour m'aider à préparer mon dossier de soumission en maison d'édition. Donc je pense revenir là-dessus la prochaine fois. Je vais un peu synthétiser tout ça pour voir ce que ça peut donner. Et puis je vais aller en bibliothèque pour prendre les romans que ChatGPT me propose. Donc peut-être que je vais pas encore me mettre tout de suite à lire de la littérature de l'imaginaire. Peut-être que là, la priorité, c'est de lire des livres dans la lignée desquels je m'inscris, pour voir à quelle maison d'édition j'adresse mon texte et pour voir comment s'en sortent d'autres auteurs qui ont travaillé autour des mêmes problématiques que moi. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AurélieHorner. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la biographie, rendez-vous sur mon site internet racontez-vous.com avec un tiret entre le raconter et le vous. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, j'espère vous retrouver dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.